Ok, je viens de lancer l'enregistrement. Donc là, je vais ouvrir notre e-commerce React qui sera dans notre exercice, notre atelier, comme j'ai dit, pendant jusqu'à ce qu'on va terminer le chapitre sur React.js. On est d'accord? Ça va? Ok. Alors, je vais rapidement créer notre appli React. On va gagner en temps. On va gagner en temps. Donc notre npm, c'est ça, non? Create. Je vais zoomer. Vous voyez maintenant, ça va? Voilà, npm create vite. Arrobas. La test.slash. Ok. On a React, JavaScript, Node.js. Ok, donc je crée rapidement notre fameux truc. Vraiment ici, je vais pas d'abord mettre le style. Bon, je vais aller un peu plus rapidement. On va installer Tailwind, machin truc rapidement. Donc je vais aller sur le navigateur pour prendre Tailwind, CSS. On va aller vite, hein, c'est juste pour gagner en temps. Et puis des UI, j'aurai besoin peut-être de 2 ou 3 composants. Ça peut aider. Hein. Doc. Using PostCSS, ça vous connaissez déjà, donc j'ai pas envie de me tracasser la tête. Ok. Je vais donc fermer le serveur. Je vais faire pnpm add. J'installe directement celui-ci. Et puis encore pnpm add. Là, je vais aller un peu plus rapidement. Je vais installer Daisy UI. Je vais aussi installer quoi? React-router-DOM parce qu'on aura besoin de React Router DOM. Ensuite, je vais... Oui, oui. Tu fais juste, tu les sépares juste en faisant des espaces et puis on tape Entrée. Mais vous avez Oui, oui, j'ai lancé l'enregistrement. Ok, donc là, on a installé tout ce dont on a besoin. On sait déjà comment faire. Hein. Donc ici, on va juste venir à la racine pour créer notre fichier post-CSS. Post-css.config. Vous pouvez même appeler ça JS ou MJS, ça passe. Les deux, ça passe. Ok, mais je vais quand même laisser sur MJS. Ensuite, je vais aller copier le truc qui est ici, export default de plugin machin truc. On le copie. Parfait. Et donc, dans source, comme d'habitude, je vais zapper tout ce dont on n'a pas du tout besoin. Toi, dégage, et asset dégage, app dégage. Excusez-moi. Ok, bon, index là, je vais le laisser quand même. Ça va m'aider quand même. Au lieu de créer, ça va remplacer le fichier style.css. Hein, je vais juste appeler index. Ok. Ça, et là, index là, c'est importé directement dans main.j6. Comme je l'ai laissé ici, je ne vais pas le supprimer dans main.j6. Ok. Mais plutôt son contenu, j'en ai pas besoin. Donc je supprime tout son contenu pour remplacer par quoi? Par arrobas import de Tailwind CSS. Ensuite, j'ai aussi besoin du plugin de Daisy. Donc, arrobas plugin. Comment on appelle ça? Excusez-moi, je vais aller faire du copier-coller ici et j'oublie un peu ça. Plugin en question. Voilà, plugin de Daisy UI. Ok. Donc là, je viens d'importer tout ce que vous connaissez déjà, hein, les amis. On peut donc maintenant aller plus rapidement sur notre app. Et là, j'enlève ça. J'enlève tout ça. On n'a plus du tout besoin. Parfait. Donc pour aujourd'hui, ce que nous allons faire, est-ce que vous écoutez? L'objectif ici, maintenant même, c'est de créer tout simplement une page de connexion. En fait, ce que je veux, c'est que lorsqu'on arrive sur le site, bon, pas une page de connexion, plutôt une page d'accueil qui va afficher les produits. Mais les produits ici,
contrairement à ce qu'on avait fait dernièrement où on avait un fichier DB tout court comme ça. Est-ce que vous comprenez un fichier DB.json, db.js, mais ici on aura un fichier JSON qui va donc représenter notre base de données. Est-ce que vous comprenez? Là, on passe maintenant d'une base de données simulée. Donc, la dernière fois, on avait une base de données en JavaScript tout court. En d'autres termes, c'était juste un tableau JS. Est-ce que vous écoutez? Donc là, ce que je vais tout simplement faire, donc dans le dossier source ici, pas dans le dossier source, plutôt à la racine du projet. Donc vous voyez, je suis à la racine du projet. Contrairement à la dernière qu'on a fait dans le dossier source, ok? Là, à la racine du projet, je vais créer un dossier que je vais tout simplement appeler DB. Et donc, dans ce dossier, je vais créer un fichier que j'ai appelé db.json. Cette fois-ci, c'est un fichier JSON. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous comprenez? C'est bon? Alors, j'avais dit la dernière fois comment on crée un fichier JSON. Mais pour créer un fichier JSON, c'est tout simplement les accolades comme ça. Ensuite, une fois que vous avez créé un fichier JSON contient ce qu'on appelle par des collections. En fait, une base de données de type JSON, on dit aussi une base de données NoSQL, contient ce qu'on appelle par des collections. C'est quoi une collection? C'est tout simplement un objet. Est-ce que vous écoutez très bien? Vous voyez que quand on est dans un objet JavaScript, on a des propriétés. Donc ici, une collection a ce qu'on appelle par une base de données JSON a ce qu'on appelle par des collections. Et dans une collection, ok, on a des propriétés. Donc chaque collection peut avoir ce qu'on appelle par des objets. Ce sont les éléments d'une collection. Donc voilà. Donc ici, on va avoir donc la collection. On va simplement appeler ça users. Ça va représenter la collection. Ça va représenter la table où on va stocker les utilisateurs. Ok, on va mettre donc les objets à l'intérieur. Ensuite, j'ai besoin d'une collection. On va appeler ça produit, qui va donc stocker la liste de tous les produits dont on aura besoin. Ici, ça va. Et j'aurai besoin d'une collection panier, qui va donc ici avoir la liste des paniers que les utilisateurs vont pouvoir ajouter durant notre application. Et ensuite, j'ai besoin du checkout. Donc le checkout, c'est la collection qui va stocker les achats effectués. Est-ce que vous écoutez? Donc je vais essayer de zoomer ça pour que vous puissiez me voir. Ça va comme ça. Donc je répète encore. Dans une base de données de type JSON, vous avez ce qu'on appelle par des collections. Ok? Quand on parlera du SQL, vous verrez c'est quoi la différence. Donc dans une collection, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des documents. Un document, c'est tout simplement un objet c'est tout simplement un objet d'une collection. La collection lui-même, c'est un tableau JavaScript. Okay, qui possède des objets. En d'autres termes, on va simplement dire qu'une collection, c'est un tableau JS. JSON. Vous vous rappelez quand on a parlé la dernière fois des tableaux JS, on a dit qu'un tableau JS, c'est un tableau qui contient des objets. Vous vous rappelez, non? Donc, lorsque dans un tableau JavaScript, vous avez des objets, ok, on parle de tableau JSON. Et donc ici, dans une base de données JSON, une collection, est-ce que vous comprenez, est tout simplement un tableau JS. Ici, j'ai laissé d'abord vide parce que pour l'instant, on n'a pas encore des éléments à l'intérieur. Donc, vous allez voir qu'à chaque fois, par exemple, qu'on va ajouter un utilisateur, mais un objet utilisateur viendra s'ajouter ici. Par exemple, l'objet du type comme ça. Je prends un exemple basique. Par exemple, on va dire ça. Vous voyez que c'est un objet. On va dire par exemple, il a un nom, n'importe quoi. Nom, virgule, prénom, etc., etc. Vous voyez que là, je fais quoi? Je crée un tableau JSON. Ok, à l'intérieur, j'ai des objets. Maintenant, ces objets-là, ici, ça ne s'appelle pas objet. Parce qu'on est dans une base de données. Ça s'appelle plutôt document. En JavaScript, c'est un tableau JSON. Et ça, c'est objet. Un objet du document, de notre tableau. Est-ce que vous écoutez? Mais ici, avec du JSON, dans une base de données de type JSON, on dit que c'est un document. La collection, c'est le user. Et la collection possède des documents qui ne sont que des objets JS. Point final. Je ne sais pas si je me suis fait vraiment comprendre ici. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Ça, tu as compris? Ok. Je répète pour une dernière fois. Dans une base de données de type JSON, ok, vous avez les tableaux JS. Donc, ces tableaux-là sont appelés ici des collections. Et dans une collection, vous avez des objets qui sont appelés documents.
Donc, par exemple, dans produit, si c'est un tableau, vous voyez, non? Mais donc, dans ce tableau est appelé, on va dire, collection produit. On va l'appeler comme ça. Que ici, on a une collection produit, collection panier, collection checkout. Mais si on était en JavaScript classique, on dirait on a un tableau produit, tableau panier et tableau checkout. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ces collections-là possèdent des objets. Et donc, ces objets sont appelés ici des documents. Par exemple, on va dire, ah, je vais avoir un document dans la collection user. En d'autres termes, donne-moi un objet du tableau user, tout court. Ça va maintenant? Ok. Donc ici, nous, pour l'instant, on n'a pas encore des utilisateurs, on s'en fout, on n'a pas encore des produits, etc. et autres. Mais je vais quand même remplir quand même les produits, peut-être de 2 ou 3 produits, juste pour vous montrer comment le JSON, en fait, comment le front-end communique avec la base de données. On est d'accord? Ok, donc ici, rapidement, on va demander à l'IA de remplir ça pour nous. Voilà, on va dire ici, ajoute 5 produits. Ok? Dans la collection produits avec des informations, bon, on va dire avec des images et quantité. Voilà, donc je lui dis juste, vous pouvez donner ça vous aussi à l'IA, un CTRL-I, est-ce que vous écoutez? Vous lui dites juste d'ajouter, bon, mais pourquoi il n'a pas donné les noms? Ça c'est vraiment un idiot. Hein. Je ne lui ai pas donné les informations, et lui aussi n'a pas donné les noms. Ajoute 5 produits. La collection produits. Là, je vais lui dire ça comme ça. Et puis, vous allez voir qu'il va ici me donner exactement ce que je cherche. Ok, parfait. Donc, vous voyez que là, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a ajouté le nom t-shirt, le prix, etc. et autres. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, il a oublié simplement de fermer le tableau. Donc là, vous pouvez le fermer vous-même, hein, comme ça. Et j'appuie. Donc, on peut le fermer nous-mêmes. Donc, vous voyez que là, qu'est-ce qu'il a fait? Il va créer, vous voyez que ce sont que des objets. Ok? Mais je répète encore que ici, les objets-là sont appelés des documents. Donc, le tableau, c'est collection et les éléments du tableau sont des documents. On est d'accord? Ok. Maintenant, ici, il a oublié d'ajouter les images. Bon, pour l'instant, on s'en fout. Mais on va lui dire quand même de produire des images. Hein. C'est quand même... Bon, pour l'instant, on va lui dire... Bon, je vais lui dire quand même ça, CTRL-I. Est-ce qu'il a mis les quantités? Oui, il a mis stock. Ok, on va lui ajouter les produits, les images sur les produits. Ok. Et les fabricants. Alors, on va le lui dire comme ça. Il va nous ajouter les images. En tout cas, le laisser comme ça. Ok, on valide. Parfait. Donc là, c'est les images, nous allons remplacer ça tout à l'heure. Nous allons remplacer parce que lui nous a mis t-shirt là. Il faut que ça soit dynamique. Là, il a mis des images qui n'existent pas. Voilà quoi. Nous-mêmes, nous allons le reproduire après. Et puis ici, vous voyez, il nous a mis des prix, voilà quoi, les prix en dollars, alors que nous on veut des prix en francs CFA. Est-ce que vous comprenez? C'est pas grave, mais c'est juste un exemple. Donc ici, nous avons notre collection produits qui a donc 5 documents. Alors, c'est un tableau JSON. Est-ce que vous m'écoutez? Ce tableau JSON, on peut très bien le manipuler côté JavaScript, mais pas de façon directe. Parce que ici, c'est une base de données. Pour manipuler ce tableau, il faut faire appel à un serveur. Parce que n'oubliez pas, je l'ai dit tout à l'heure, que pour manipuler une base de données, il faut un serveur. Sans un serveur, vous ne pouvez pas manipuler une base de données. Malheureusement. Est-ce que vous écoutez? Ça va? Donc, on va ajouter, plus tard, on va ajouter des produits. Là, j'ai d'abord mis des produits tests comme ça. Et puis, nous-mêmes, on aura une page d'administration dans notre atelier où on va commencer nous-mêmes à ajouter nos propres produits. Est-ce que vous écoutez? Donc, du coup, pour manipuler, je disais, cette base de données JSON,
Ok? Il faut un serveur, mais nous on n'a pas encore de serveur. Mais ne vous en faites pas, c'est juste une base de données test. Donc ce qu'on va faire, on va aussi utiliser un serveur virtuel. Donc on ne va pas d'abord créer notre propre serveur, mais il y a déjà un serveur qui existe qui permet de pouvoir accéder à notre base de données directement. Et ce serveur s'appelle JSON Server. En fait, c'est tout simplement un serveur qui viendra lire ce fichier JSON que vous voyez ici pour nous. Point final. Est-ce que vous écoutez? Donc, pour le faire, vous devrez l'installer et là, vous pouvez l'installer qu'une seule fois dans votre ordinateur. Donc, vous tapez tout simplement ici. On va ouvrir un nouveau terminal. C'est ce que je vous recommande. Si vous êtes en train de pratiquer en même temps que moi, c'est bon. Même si vous n'êtes pas en train de pratiquer en même temps que moi, vous ouvrez quand même votre terminal. Le terminal même de Windows seulement. Est-ce que vous comprenez? Pas besoin d'ouvrir Visual Studio Code. Si vous êtes sur Visual Studio Code, gloire à Dieu. Si vous n'êtes pas sur Visual Studio Code, là vous ouvrez tout simplement le terminal et vous allez taper la commande. Cette fois-ci, ce n'est pas PNPM, mais plutôt NPM. Est-ce que vous comprenez? Ok, cette fois-ci, je dis bien ce n'est pas PNPM, mais c'est plutôt NPM. Installe. Installe là, vous pouvez abréger par I, hein, vous savez, non? Installe -G pour dire l'installation globale. Hein, ça veut dire que ça s'installe sur mon ordinateur de JSON-serveur. Comme ça. Tu dis? Serveur. ER à la fin. Je vais l'écrire ici. Que je puisse mieux voir. C'est serveur. Comme ça. Donc npm install-g espace JSON serveur. Donc JSON serveur, en fait, c'est un serveur déjà créé par une équipe de développeurs pour permettre de tester les endpoints. Par exemple, vous êtes en train de créer une application en production. Est-ce que vous m'écoutez? Ok, vous allez utiliser une base de données NoSQL, nous en parlerons un peu plus tard. Donc, du coup, grâce à JSON Server, vous pouvez donc tester comment faire déjà fonctionner votre backend. Donc, ça vous permet de simuler un backend en fait. Mais ce n'est pas un backend réel. Le vrai backend est hébergé ailleurs. Et ça, c'est quelque chose que vous hébergez dans votre ordinateur avec ou sans Internet. Ça fonctionne. Ça met une erreur. Ça écrit quoi comme erreur? NPM error good innovation. Peut-être que ce n'est pas la connexion Internet. Je sais pas, ça marche. Moi, c'est une gâchette de compte d'aller sur le. Tu dis, attends, je vais voir l'erreur. C'est toi, ça passe. Mais comment l'erreur? L'erreur? Attendez, je vais le voir. Oui, parce que tu utilises commande. Essaye d'abord de le choisir. Attends. Il sait pas où je Non, Oui, pas c'est ça. pour ça que c'est pour juste Pas sur la compte. Je vais vous envoyer une commande qui permet d'activer les commandes en PowerShell. Les commandes NPM. C'était juste le non, ça veut dire que ton simple c'est aussi PowerShell. Je vous envoie tout à l'heure la commande que vous allez taper dans le terminal pour permettre à PowerShell d'autoriser toutes les routes. PowerShell est la cause du problème. Non, en fait, par défaut, Windows désactive certains scripts dans PowerShell. Il faut l'activer. C'est ce que je vais vous donner. Ça hier, j'ai donné ça aux autres. On finit d'abord, je vais vous le donner. Donc, vous l'installez. Et puis, si vous avez installé avec -G, hein, le -G, ça veut dire installation globale. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que ça s'installe directement dans votre ordinateur. Vous n'aurez plus besoin de le réinstaller plus tard, sauf si vous voulez faire une mise à jour. Mais par contre, lorsque vous voyez -dev, c'est pour dire que juste sur l'application auquel je suis en train de travailler, à chaque fois, il faut le réinstaller. Oui, là, c'est passé. Oui, c'est passé comme ça. Quand tu ne vois pas d'erreur, ça veut dire que c'est passé. Est-ce que vous comprenez? Donc là, comme j'ai dit avec G, vous n'êtes plus obligé de le réinstaller. Maintenant, comment ce JSON serveur fonctionne?
Alors, tout serveur, pour que ça marche, doit être lancé. Est-ce que vous m'écoutez? Je dis bien, tout serveur, pour que ça marche, doit être lancé. Donc, vous devrez démarrer votre serveur pour que votre front-end puisse communiquer avec le serveur via les endpoints. Mais ici, ce n'est pas nous qui allons créer les API, c'est JSON Server qui va déjà créer ça pour nous automatiquement. Il va nous donner juste les routes API à accéder en fait. Il va nous dire si tu veux accéder à telle collection, voici la route si tu veux. Est-ce que vous écoutez? Ok. Donc là, je vais simplement, donc, pour pouvoir lancer un JSON Server, vous allez tout simplement faire JSON-serveur. Ensuite, vous mettez espace, vous allez lui dire où se trouve la base de données à utiliser. Nous, ça se trouve dans le dossier DB. Donc, vous allez faire ./db/db.json. Notre fichier s'appelle JSON, non? C'est db.json. Ici, le premier, je dis ./ pour dire tu vas rester dans le dossier du projet. Tu vas dans le dossier qui s'appelle DB. Vous pouvez l'appeler database comme bon vous semble. Hein. Est-ce que vous comprenez? C'est même mieux que je le renomme mon database. Ça serait plus mieux pour que vous puissiez avoir la différence. Là, on va dire le dossier s'appelle database, ok, pour base de données et le fichier à l'intérieur, c'est l'abréviation. Donc là, vous allez donc modifier le dossier, on va dire, tu vas aller dans database et tu sélectionnes le fichier db.json. Est-ce que vous comprenez? Donc, je dis ceci. Ici, j'ai juste renommé le nom du dossier en database pour ne pas prêter confusion avec le fichier carrément à l'intérieur. Maintenant, pour lancer le serveur JSON, vous allez taper JSON-serveur espace /, ok, espace /, ensuite tu mets le nom du dossier où se trouve ta base de données. Si tu l'as nommé DB, ben, tu mettras DB. Si tu l'as nommé database, tu mets database. Si tu l'as nommé base de données. Donc, JSON serveur, c'est avec les bases de données seulement. En fait, c'est un serveur qui va vous permettre de communiquer avec votre base de données JSON en fait. Ça va? Ok. Donc ensuite, une fois que vous avez tapé, vous allez lancer sur Entrée. Donc là, il nous dit qu'il y a une erreur. On va voir. Il nous dit que l'adresse, en fait, vous voyez ici, il me dit quoi? Que adresse already in use. Bon, en fait, moi, je suis en train d'utiliser le port 3000. Ça, c'est normal. C'est normal. Oui. En fait, par défaut, il utilise le port 3000. Maintenant, étant donné que moi, j'utilise déjà, mon port 3000 est déjà occupé, est-ce que vous comprenez? Vous voyez qu'il me dit quoi? Adresse already in use 2.2.3000. Donc, il n'a pas trouvé le port ouvert sur 3000. Donc, ce que je vais faire un clear. Je vais lui changer le port. Donc, je vais dire, écoute, tu vas lancer sur port. Là, je lui dis, tu vas aller sur port 3002. Parce que 3000 est déjà occupé, même mon 3001 est déjà occupé. Donc, je vais lui dire, écoute, tu vas lancer, mais tu vas te communiquer via le port 3002. Est-ce que vous écoutez? Vous lancez sur Entrée. Et là, vous voyez automatiquement qu'est-ce qu'il me dit. Là, donc, si vous voulez changer de port, c'est comme ça, port. Ensuite, vous lui donnez le port à communiquer. Moi, 3000 est occupé, 3001 aussi est déjà occupé, donc je le lance sur 3000. Et là, vous regardez ce qu'il vous dit, il vous donne les endpoints. Donc, les endpoints, ce sont les routes API. Donc, il nous dit quoi? Si tu veux accéder aux informations des utilisateurs, ben voici la route. Si tu veux accéder aux informations des produits, voici la route. Si tu veux accéder aux informations du panier, voici les routes. Et du checkout, voici les routes. Donc, il vous génère les routes API. Ça, c'est ce qu'on appelle ça. On appelle ça des routes API ou des endpoints. Est-ce que vous avez compris? Là, ce n'est pas nous qui l'avons créé. C'est JSON Server qui a déjà été configuré pour ça. Nous-mêmes, quand on parlera de Next.js, on verra par nous-mêmes comment créer ces endpoints-là, en fait, comment créer ces routes API. Est-ce que vous avez compris? Ça va? C'est parce que ce sont des collections qu'il a pu créer. Exact. Il a vu ce qui se trouve dans la base de données et il nous a dit donner comment accéder à chaque truc. Donc, si ce n'était pas sous forme de collection, ça allait donner une erreur. Voilà, parce que JSON Server, lui, ne communique avec la base de données. Ça va? Ok. Oui, on va mettre c'est JSON avant de lancer le serveur de JSON. De quoi? Database Ici? On met Oui, c'est cette commande-là. 2-6, le port 300. On écrit ça aussi. Non, si tu veux choisir ton port, par défaut, c'est le port 3000.
Maintenant, si toi-même tu veux choisir un autre port que 3000, tu vas mettre port, espace, et puis tu mets le numéro de port que tu veux. Parce que le port ici, ce sont les moyens de communication. En fait, je vais expliquer. Vous voyez comme les ports USB que nous avons dans nos ordinateurs. Imaginez si tous les ports de mon ordinateur sont occupés, je ne peux plus brancher en fait. C'est comme ça aussi avec les serveurs. Les serveurs, ils vont voir quels sont les espaces libres dans ton ordinateur auxquels je dois occuper. Et ces espaces-là, c'est ce qu'on appelle par les ports. Donc le port, ok, il va utiliser pour se communiquer. Donc s'il voit qu'il n'y a plus d'espace, il va te dire que, par exemple, l'espace auquel je veux occuper a déjà les données qu'il occupe. Donc c'est à toi de le lui changer. Et par défaut, je le répète encore, il utilise le port 3. Mais si vous voyez chez vous, c'était 3000 par défaut. Maintenant, comme moi, j'ai déjà le port 3000 occupé par NextJS, j'ai le port aussi 3001 occupé par un autre JSON serveur que je suis en train d'utiliser dans l'appli que je vous ai montré, je ne sais pas, la dernière fois. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, je préfère utiliser le port 3002 qui est libre pour moi en tout cas. Ils sont choisis comme ça. Oui, oui. Par exemple, quelqu'un qui crée l'application qui est sur le port 3000. Maintenant, si vous souhaitez que sur vous, le 3000 est déjà occupé, comment est-ce que ça? Non, ça c'est seulement sur ma machine. C'est pas sur une autre machine. En fait, le gestion de serveur, c'est un serveur local avec ou sans connexion internet. C'est votre ordinateur. Mais une fois que le serveur est en ligne, ce n'est pas vous qui choisissez le port. Le port, c'est le serveur en ligne qui vous le donne, qui vous l'attribue par défaut. Les ports sont uniques à un ordi, en fait. Ce n'est pas unique, c'est pas universel, en fait. Par exemple, ici, moi, j'ai 3002. Toi, si tu veux lancer le port 3002, c'est ton ordi. Tu choisis le port qui te convient, en fait. Du moment que c'est libre, le serveur va l'utiliser. Vous comprenez? Ça va? Ok. Même si elle enseigne que tu parles de database. Tu dis? Le fichier de n'a pas trouvé. Puis, est-ce que tu es sur le bon truc? Est-ce que tu as créé le fichier? Le fichier database ne doit pas être créé dans le dossier source. Toi, tu l'as créé dans SRC. Tu vois? Ça doit être à la racine, pas dans SRC en fait. Comme la dernière fois que j'ai Voilà. La dernière fois, c'est ce que je dis, la dernière fois, nous, on a utilisé, si tu veux laisser le fichier, parce que le fichier database qu'on a utilisé la dernière fois, c'est du JavaScript, c'est pas du JSON. Et JSON, serveur va le refuser. Oui, parce que j'en ai beaucoup d'erreurs. Il n'y a pas de commentaires dedans. Voilà. Le fichier database, ça va être forcément créé à la racine. À la racine, et vous l'appelez, ça ne se termine pas .json. Et la structure, c'est exactement comme je viens de vous le dire. Vous voyez qu'il n'y a pas de nom il n'y a pas de const ici. Ça commence par les accolades, comme ça. Et puis à l'intérieur, vous mettez tous vos produits. Non, on peut le mettre à l'extérieur. Et ça, c'est juste pour l'organisation en fait. Vous pouvez mettre directement db.json à l'extérieur. Et puis là, lorsque vous allez faire json-serveur espace, vous allez mettre ./db.json directement. Est-ce que vous comprenez? Mais pour l'organisation, on le met dans un dossier. Ok. Alors, là, vous voyez que nous venons de faire quoi? Nous venons de lancer notre serveur de développement, plutôt notre back-end. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je vais aussi lancer le serveur de développement du front-end. Donc là aussi, je vais ouvrir un nouvel terminal. Cette fois-ci, je vais faire mon npm, ok, dev, pour lancer le serveur de développement sur localhost 5163. Les ports sont différents. Vous voyez par exemple le développement, lui, il utilise le port 5173, alors que le backend utilise le port 3002. Vous voyez que les ports sont différents. Ça va? Vous comprenez? Ok. Alors, qu'est-ce que moi je veux faire? Je veux récupérer les produits qui sont ici, comme on avait fait la dernière fois. On est d'accord? C'est la même procédure. C'est seulement que ici, on doit faire appel à un serveur.
Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, ici, regardez. Étant donné que vous regardez, si je clique par exemple sur produit ici, hein, j'essaie d'accéder sur le navigateur avec, il va automatiquement m'afficher. Vous voyez ici, il m'affiche exactement les produits qui se trouvent dans ma base de données. Donc, il est allé rechercher, il s'est connecté au serveur et il a renvoyé exactement les données que nous avons dans notre DB. Et c'est ça. Donc, de la collection produits. Ça va? Si je fais par exemple user, il va nous donner, je crois, vide parce qu'on n'a pas encore des utilisateurs. Vous voyez, c'est du vide. Parce que c'est vide, hein, on n'a pas encore des utilisateurs que nous allons apprendre à créer bientôt. Ok, donc ici, je vais aller un peu plus vite. Je ne vais pas traîner. Donc, ce que je vais faire, là, je ferme d'abord tout ça. On peut fermer DB-JSON. Ok, donc on va créer notre système de routage comme la dernière fois. Donc, on va créer déjà la page Home qui va donc ici nous permettre de pouvoir afficher la liste des produits. On est d'accord? Ok. Donc, dans Source, comme d'habitude, je vais créer donc le dossier Component. Ça va? Ensuite, toujours dans le même Source, je vais créer notre fameux dossier Page qui va donc contenir ici les pages. Mais attention, ici, je vais ajouter une petite logique très rapidement. Mais je vais le faire, sinon ça va vous embrouiller. Je vais le faire plus tard. Donc, dans page ici, je vais donc créer le fichier, la page Home. Ok, Home page. J'avais dit à vous donner le nom comme ça vous change. On est d'accord? Ça va? On a JSX et encore RFCE. Voilà. Ok, donc pour l'instant, je m'en fous d'abord du navbar, hein, les amis. On va y créer plus tard. Ça va? On a ici donc notre page d'accueil qui va donc nous permettre de pouvoir afficher les, comment vous appelez ça? La liste des produits. C'est bon? Donc ici, donc, dans Component, ici, on va y revenir sur page tout à l'heure. Je vais créer donc ici produit, comme on avait fait la dernière fois. Produit, section. Et les amis, il faut me comprendre. Allô, frère Grâce? Allô? Ouais. Tout taxe compris, ça veut dire montant total à payer. Bah, faut t'avoir taxe, non? Oui, bah, faut t'avoir. Il y a autant de choses qui faut t'avoir taxe. Et ça, déjà, dans le cas, tu vas pris avec bien inclus, en fait. C'est pourquoi le baga tout taxe compris. C'est bon. Là, ça, on a ça là. On a même en plein cours. C'est bon. Ok, donc produit section.gsx. Donc rapidement, on va donc d'abord se concentrer sur cette page-là et puis nous allons revenir sur la page Home parce qu'en fait, on sait très bien que la page Home, est-ce que vous écoutez, c'est juste faire l'appel de produit section. On est d'accord? Ok. Alors, donc dans notre produit section ici, ce que j'ai besoin, c'est de faire donc appel à quoi? C'est de pouvoir afficher nos produits. On est d'accord? Alors, comment est-ce que je fais pour l'afficher? La dernière fois, on avait dit que pour afficher les produits, on doit le stocker dans notre tableau produit. C'est bon? Je vais aller faire des commentaires, on va dire ici. Variable. Bon, vous savez déjà. Hein? Donc, on va directement aller sur const. Ok, on va dire produit. On va dire ici liste produit hein, pour que vous puissiez mieux comprendre. C'est bon, non? La liste des produits. Virgule. Cette liste produit. Je change juste le nom pour que vous puissiez comprendre que c'est dans cette variable liste produit qu'on va avoir la liste des produits dont on va récupérer dans notre DB. Ça va? Ok, est égal à useState. Ici, par défaut, c'est un tableau vide. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore ces produits-là. Donc, on va dire que, comme on n'a pas encore les produits, c'est un tableau vide. Tu comprends, non? Ça va? Donc là, on fait vraiment le récap de tout le cours. Est-ce que ça va? Ok. Ensuite, qu'est-ce que je veux? Ben, une fois que ici j'ai mon tableau, ce que j'ai besoin, c'est maintenant d'aller vers la base de données et ensuite récupérer les produits. Et à la dernière fois, ce qu'on avait fait, on avait fait un use effect. C'est bon, on avait dit qu'il faut un use effect parce que le use effect va se lancer lorsque le composant produit section sera totalement chargé. C'est lui qui va aller récupérer les données dans notre base de données. Si vous voyez dans l'exercice
que nous avons fait la dernière fois. Ça va? Ok. Et ici, useEffect va prendre donc un arrêt qui est du vide pour dire que tu ne te charges qu'une seule fois pendant que la page est chargée. Et maintenant, c'est ici que le vrai combat commence. Le vrai combat commence en fait, pourquoi? La dernière fois, ce que nous on avait fait, je répète bien, ce qu'on avait fait la dernière fois, on avait tout simplement fait const, dégage. On avait fait const, par exemple de P égale à quoi? On est allé dans la base de données. Hein, et puis on a fait point produit. Ici, c'est plus possible. L'autre, c'était possible, mais tout simplement parce que la base de données était du JavaScript standard, donc avec du mot export. C'était juste un simple composant, un simple module. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Or qu'ici, ce n'est plus un module. Ici, c'est des données qui ne se trouvent plus dans notre propre application front-end, mais les données se trouvent sur un serveur qui n'est pas le nôtre. Ok? Parce que ici, regardez bien, si je viens ici, regardez, le serveur se lance sur le port 3000 alors que le front-end se lance sur 500. Donc, c'est comme s'il y a deux choses. Donc, il y a le serveur qui est à côté, qui est peut-être, on va dire, sur une autre machine, et il y a le front-end aussi sur une autre machine. Est-ce que vous m'écoutez? Donc, il faut faire communiquer les deux. Grâce à quoi? Grâce à ces endpoints que nous a généré le serveur, donc grâce à ces routes API. Ça va? Tout à l'heure, si vous vous rappelez, quand j'ai cliqué sur produit ici, ça m'a affiché automatiquement la liste des produits. Vous vous rappelez, non? Alors, comment on va faire pour pouvoir donc aller dire à notre front-end, écoute mon cher, va récupérer les données qui se trouvent au niveau du serveur. C'est ici que donc va intervenir les routes API. En fait, c'est ici que va intervenir la gestion du front-end. C'est-à-dire comment est-ce que le front-end va devoir faire appel au back-end. Ben, il y en a plusieurs manières. En fait, il y a ce qu'on appelle par la méthode native et il y a ce qu'on appelle aussi l'utilisation des librairies. Mais on va faire la méthode native un peu plus tard parce que c'est un peu plus chiant. Ce que moi, je vais vous recommander qui est plus rapide et plus moderne, c'est d'utiliser une librairie qui s'appelle Axios. Donc là, on va installer Axios, hein, tout simplement. Donc vous allez faire pnpm add de Axios, comme ça. Donc, c'est une librairie beaucoup utilisée en développement. Ok, ça remplace l'utilisation de. Avec npm, c'est npm install Axios. Tout add ici, c'est le mot install en npm. Est-ce que vous comprenez? Même avec pnpm, vous pouvez faire pnpm install comme ça. Mais add est plus recommandé. Pourquoi? Parce qu'en fait, add ne va pas aller le chercher sur Internet. Il va d'abord voir est-ce que dans ton ordinateur, il y a déjà Axios installé. S'il trouve ça dans ton ordi, il te l'installe dans ton projet. Alors que PNPN va forcer à aller sur Internet pour le chercher. C'est bon? Vous comprenez? Donc, vous allez ajouter tout simplement Axios dans le projet. Donc, vous le téléchargez et vous attendez que ça le télécharge. C'est tout. Donc, je dis bien c'est Axios, comme ça. Donc, c'est lui qui va nous permettre de pouvoir communiquer avec la base de données, en fait, avec le serveur. C'est bon? Donc, c'est un moyen de communication avec le serveur. C'est ici que va intervenir ce qu'on appelle par les méthodes. Parce que, regardez les amis, je peux effacer ça. Dans l'opération des API ici, ok? Est-ce que vous écoutez? Dans cette fonctionnalité, comment fonctionnent les API, vous avez ce qu'on appelle par les API REST. Les API REST, en fait, c'est tout simplement comment on accède à nos routes API. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour accéder à ces routes-là? On dit qu'il faut utiliser ce qu'on appelle par les API REST. Ok? Alors, les API REST, c'est quoi? Les API REST, c'est tout simplement les méthodes qu'on utilise pour avoir accès à ces endpoints, à ces routes API. Et parmi ces méthodes, vous en avez 5. Vous avez la méthode qu'on appelle le get. Je vais expliquer ça sert à quoi. Vous avez le post. Vous avez le put. Vous avez le patch. Et vous avez le delete. Ok? Donc vous avez le get, le post, le put, le patch, le delete. Alors le get, c'est quoi? Le get, c'est récupérer ou lecture
récupérer ou faire la lecture. Donc, si je veux aller récupérer des informations qui se trouvent dans des informations d'une base de données via mon serveur, je vais utiliser la méthode get. On dit, je veux que tu me donnes telle information. Est-ce que vous écoutez? Donc, je récupère ce qui se trouve ici, dans la DB. Donc, en fait, quand je vais envoyer au serveur une méthode de type get, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir, ah ouais, le gars, il veut qu'il récupère. Ok? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la méthode post, mais là, c'est la joue. Ça, c'est la joue. Donc, si je veux ajouter des données dans ma base de données, ben, c'est la méthode post. Par exemple, je vais créer un utilisateur. L'utilisateur doit être enregistré dans la DB. Est-ce que vous écoutez? Là, je ne vais pas faire du get, mais plutôt du post. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça va? Ensuite, vous avez le put. Et le put ici, c'est la mise à jour totale. Ça veut dire quoi? Par exemple, vous voyez quand vous allez par exemple sur votre compte Facebook ou Gmail, je ne sais pas quoi là, et que vous voulez modifier votre nom, on appelle ça faire de la mise à jour. Vous voyez, quand vous allez cliquer modifier mon nom, bien modifier mon mot de passe. Ah, je remarque que mon mot de passe a été piraté, donc je dois le changer vite. Vous allez faire la mise à jour. On appelle ça du put. Est-ce que vous comprenez? Plutôt une mise à jour. Maintenant, vous avez deux types de mise à jour. Vous avez la mise à jour totale. Ça veut dire que je remplace toutes mes informations qui se trouvent dans la base de données. Donc, toutes les informations d'une collection, plutôt d'un document, est remplacée. Est-ce que vous comprenez? Ah, ça, c'est la mise à jour totale. Maintenant, le patch, c'est la mise à jour partielle. C'est la mise à jour partielle. C'est-à-dire, je fais la mise à jour d'un élément, mais seulement l'élément que je veux faire la mise à jour. Par exemple, si dans ma collection, dans mon document, j'ai le nom, prénom, sexe, numéro de téléphone, email, etc. Mais je veux juste modifier le sexe. Est-ce que vous comprenez? Ça, ce n'est plus une mise à jour totale, c'est une mise à jour partielle. On va faire une requête de type patch au niveau de notre DB. Vous comprenez maintenant? Mais si je veux remplacer toutes mes informations, à savoir le nom, prénom, etc., ben là, c'est le put. Ça va? Et ensuite, vous avez le delete. Ça, c'est la suppression. Donc, je veux supprimer, par exemple, une donnée qui se trouve dans la base de données. Mais par exemple, je veux plus de mon compte, je veux me retirer d'une application, je supprime mes données. Là, on va faire une opération de type delete. Donc, quand le front-end va communiquer avec le back-end, ben, il va me dire, écoute, je veux que tu fasses du delete. Donc, le back-end soit, quand tu vas, la méthode est le delete, donc c'est la suppression qui doit passer ici. Ah, la méthode est le patch, c'est une mise à jour partielle. La méthode est le put, c'est une mise à jour totale. Le post, c'est un nouvel ajout. Donc, on veut ajouter un élément dans la base de données. Est-ce que vous comprenez? Souvent, c'est ce que font souvent certaines femmes. Vous voyez, certaines femmes, si vous allez même dans les trucs là, comment vous appelez ça? Dans la pâtisserie qui est juste là, du pain, je ne sais pas quoi là. Vous voyez qu'ils vendent les déguets, etc. Souvent, ce sont des femmes qui viennent déposer ça là-bas en fait. Est-ce que vous comprenez? Ces femmes-là font quoi? Ils font du post. Maintenant, nous qui partons acheter, nous faisons quoi? Nous faisons du get parce que je m'en vais récupérer du pain à la boulangerie. Là, je fais du get. Maintenant, s'il y a par exemple un déguet qui est gâté, ben, on va faire du patch parce qu'on va appeler la dame et dire ah, il y a un déguet à remplacer parce que c'est gâté. On ne va pas remplacer tous les déguets, juste un seul. Mais s'il faut tout remplacer, en ce moment-là, on va faire du put. Et si tout est gâté, on va faire du delete parce qu'on va les supprimer, on va les zapper. On va dire, ah, ce n'est plus mangeable, on les met de côté. Est-ce que vous avez compris maintenant? Ça va, ça va. Et c'est comme ça que fonctionne Internet. Ces 4 méthodes, c'est ça qui fait fonctionner le protocole HTTP. C'est la nouvelle méthode patch. Hein? Qui s'ajoute. Voilà. Je ne sais pas. Tu De toute connaissais? façon, c'est le get, post, put et delete. Que tu connaissais. Le patch, c'est rarement utilisé, mais c'est beaucoup utilisé. Donc, vous voyez que ça, ce sont ces méthodes. Quand vous connaissez comment fonctionnent ces méthodes, vos applications sont appelées, par exemple, une application qui utilise toutes ces méthodes-là est appelée une application CRUD. Le CRUD, ça veut dire Create, Read, Update and Delete.
Donc vous faites le create pour le post, le read qui veut dire le get, parce que vous allez récupérer, le update qui est ici soit le put ou le patch, ça dépend de ce que vous voulez updater, et ça c'est le delete. Voilà, quand vous écoutez une application create, ça veut dire une application qui fait tout ça. Le create, read, update and delete. Donc créer, lire, mise à jour et supprimer. Ça va? Est-ce que vous avez compris maintenant? On commence à aller, hein? Ça devient difficile, ça. Ça va, c'est pas difficile, non? Tu aimes dire ça. Ok. Donc là maintenant, ce que nous on veut, ben, c'est de pouvoir accéder à nos produits grâce à notre fameux Axios qu'on a utilisé tout à l'heure. Il y a plusieurs méthodes, mais si je vous montre Axios, parce que c'est la méthode moderne et c'est plus facile à utiliser en fait que d'utiliser les méthodes traditionnelles qui sont un peu chiantes à un moment donné. Est-ce que vous comprenez? Ok. Donc là, on a installé Axios, on peut fermer ça. Donc on peut revenir ici. Alors, comme je vous l'ai dit dès le départ, que nous avons deux types de fonctions. Nous avons les fonctions synchrones et les fonctions asynchrones. La différence c'est quoi? Regardez. Par exemple, si je fais ceci, const de, je sais pas moi, je vais dire func 1 par exemple, hein, fonction 1 égale à ceci. Ok, ça c'est une fonction synchrone que nous sommes habitués déjà à créer ici. Une fonction synchrone, je répète encore, c'est une fonction type bloquant. Ça veut dire que tant que l'exécution de la fonction ne termine pas, rien ne peut plus se passer. Est-ce que vous comprenez? Donc d'autres fonctions ne peuvent plus être exécutées. Ça c'est une fonction synchrone. Maintenant, si je fais maintenant const, est-ce que vous comprenez? Func par exemple 2 égale à, pour créer une fonction asynchrone, on utilise le mot async devant, comme ça. Ça, si vous utilisez la méthode ES6, ok, est-ce que vous comprenez? C'est async comme ça. Maintenant, si vous utilisez la méthode d'avant, là c'est async function, ok, et puis vous mettez comme ça. Voilà, vous voyez que async commence avant le mot fonction. Ça, c'est l'ancienne méthode, ok, mais la nouvelle méthode avec ES6, c'est comme ça. Donc, vous déclarez d'abord votre variable, ensuite le mot async, et ensuite suivant de votre fonction fléchée. Donc, le fait de créer une fonction asynchrone comme ça, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va dire au navigateur, ok, le temps que la fonction est en train d'être exécutée ne bloque pas l'application. Donc, l'application va être utilisée tout en fait, tu ne le bloques pas du tout. Est-ce que vous comprenez? C'est une fonction non bloquante. Et je vous ai dit, ça va vous donner une promesse. Est-ce que ça va? Et donc, à quel moment les fonctions asynchrones sont utilisées? Je l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous voulez faire des requêtes externes, c'est-à-dire des requêtes vers une base de données ou encore des requêtes vers un serveur. Parce que ce n'est pas votre serveur, ça se trouve, imaginez-vous si le serveur se trouve par exemple je ne sais pas moi, par exemple au plateau, nous ici nous sommes à Cocody, le temps de marcher juste au plateau, ou bien la personne va aller prendre Baka ou commander Yongo pour aller au plateau, ben, nous on ne va pas rester là à attendre, ne rien faire. Est-ce que vous comprenez? Donc on peut faire autre chose en attendant que lui il va récupérer ce qu'on veut au plateau et il revient. Est-ce que vous comprenez? Ok. Donc dans notre cas ici, ce que nous on a besoin, c'est d'utiliser une fonction de type asynchrone. Attention, je ne vais pas. Vous pouvez le mettre dans le use effect, mais il n'est pas trop conseillé de mettre ça dans le use effect. Donc si je vais mettre simplement un commentaire, qu'on va dire ici, on récupère, ok, les produits de la DB, ok, via une fonction asynchrone. C'est bon? Alors, donc on va créer notre fonction un peu plus à l'extérieur. Je répète encore, vous pouvez le créer dans le use effect, mais personnellement, je ne le conseille pas du tout. Plus tard, je vous parlerai des contrôleurs, mais pour l'instant, on va rester côté simple. On est d'accord? Donc ici, vous allez simplement créer votre fonction const. On va appeler ça par exemple récup produit. Je l'appelle juste comme ça. Hein. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez l'appeler comme on vous semble. Égal à quoi? Ben, est égal à une fonction de type asynchrone. Et là, je crée ma fonction comme ça. Est-ce que vous comprenez? Je précise encore
que lorsqu'il ne s'agit pas d'une fonction qui va devoir, en fait, lorsqu'il ne s'agit pas d'aller récupérer des données très lourdes, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une fonction asynchrone. Mais seulement si vous accédez à un serveur, les fonctions asynchrones, là, c'est obligatoire. C'est bon? Ensuite, je vous ai parlé tout à l'heure que les fonctions asynchrones doivent vous renvoyer une promesse. Alors, la promesse, comment ça se crée? Et vous devez utiliser toujours le try-catch. Voilà, c'est une méthode utilisée dans les fonctions asynchrones, le try-catch. Et je vais expliquer, mais ça veut dire quoi? En fait, le try-catch, ici on va dire essaye d'abord et ceci. Dans le cas contraire, capture-moi l'erreur. En d'autres termes, c'est comme si vous envoyez une personne, vous lui dites écoute, va m'acheter du pain. Mais si tu ne le trouves pas, viens quand même me dire ce qui n'a pas marché. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'aller à la boulangerie, acheter du pain. S'il n'a pas trouvé du pain, il va te dire, ah écoute, j'ai pas trouvé. Ou bien la boulangerie est fermée. Donc il te dit la raison pour laquelle l'opération n'a pas marché. On capture l'erreur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que ça va? Ça va? Donc c'est très important. Donc il va essayer de faire l'opération. Ensuite, ici, on capture l'erreur. Donc ici, c'est très simple. Pour capturer l'erreur, on va juste dire console.log de erreur. En fait, on lui dit, écoute, s'il y a une erreur, dis-nous où se trouve l'erreur en question. En console, affiche-nous en console l'erreur. On a besoin de savoir où se trouve l'erreur. Ça va? Vous comprenez? Ok. Maintenant, dans le try, c'est ici qu'on va maintenant lui dire, écoute, ici, va maintenant chercher. Donc ici, je vais mettre ça comme ça. On affiche l'erreur, ok, du serveur en console. Donc c'est l'erreur que le serveur nous a envoyé qu'on affiche en console. Est-ce que vous comprenez? Ça va? Maintenant, ici, ce que nous, on va faire, dans le try, on va donc lui dire, écoute, maintenant, va dans le serveur pour dire au serveur de nous donner les produits. Tout simplement en faisant un const de requête, RQQ, ça veut simplement dire la requête. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai parlé de la requête tout à l'heure, vous vous rappelez, non? On dit, écoute, voici la requête. Maintenant, ici, comme on est dans une fonction asynchrone qui doit attendre une promesse, on met le mot-clé await devant. Donc, le mot-clé await veut dire attends. Est-ce que vous écoutez? Donc, on lui dit ici, écoute, la requête doit attendre. Await, là, vous allez dire Axios. Vous importez bien sûr Axios, s'il vous plaît, vous devrez importer Axios ici. Vous importez Axios de Axios. Donc ici on dit, écoute, il faut attendre que Axios termine d'abord l'opération. Et puis ici Axios va dire, d'accord, je vais faire quoi comme type d'opération? On va dire, écoute, nous on fait du get. Point. Get. Donc lui donner le type d'opération à faire, c'est du get. Et là, vous allez ouvrir les parenthèses. On va dire, d'accord, je vais faire du get, mais où est-ce que vous voulez que je me rende? Donc, quel serveur vous voulez que je puisse aller récupérer les données? Donc, c'est ici, maintenant, vous devez lui donner le endpoint de votre serveur. Donc, nous, on va lui dire, écoute, tu vas simplement aller dans ce serveur, dans cette route-là. Je vais faire du copier-coller. Ici, on va lui dire, tu vas venir ici. Donc, vous copiez la route que JSON serveur vous a générée, en tout cas. OK, on lui dit, tu vas venir ici. Donc, tu vas aller sur http localhost 2.3000/produit. En d'autres termes, va récupérer la liste des produits sur cette route-là, sur ce serveur. Est-ce que ça va? Vous comprenez? Ou bien vous ne comprenez pas? Tu comprends? Tu dis? Voilà. Je reprends. Je dis ceci. Ici, comme on veut accéder à un serveur, est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que nous on fait? On a créé une fonction de type asynchrone parce que sans une fonction asynchrone, on ne peut pas avoir accès à un backend. Est-ce que vous comprenez? Ça va automatiquement vous afficher une bêtise, une erreur. Alors, donc, on crée une fonction de type async, donc asynchrone, et comme on attend une promesse, on lui dit tu vas faire du try-catch. Est-ce que vous écoutez? Le try-catch, en d'autres termes, on lui dit essaye ceci d'abord. Si tu n'as pas récupéré, tu n'as pas trouvé ce qu'on cherche, alors donne-nous ce qui n'a pas marché. Donc le catch, ça veut dire que tu nous captures l'erreur. Est-ce que là, vous avez compris? Donc il va d'abord essayer ce qu'on lui dit dans le try pour dire essaye. Dans le cas contraire, dis-nous qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc c'est le catch ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il va essayer? Mais ici, on lui dit, écoute,
tu vas aller dans le serveur pour récupérer la liste des produits. Donc ici, le mot await est tout simplement dit, écoute, pendant que tu vas aller dans le serveur, sois patient. Ça veut simplement dire comme ça en fait. Sois patient. Donc, attends que le serveur renvoie une réponse. Ok? Donc, je précise bien que await ici, on dit la requête doit attendre que le serveur nous renvoie une réponse. Parce que le serveur renvoie toujours une réponse au front-end. C'est comme, imaginez, vous allez dans un restaurant et vous avez commandé un plat et le plat n'existe. Est-ce que le serveur va rester chez lui là-bas, ne pas venir vous dire? Vous n'allez pas rester là, il va toujours venir vous dire, ah désolé madame, bien désolé monsieur, ce que vous avez commandé est fini. Avez-vous d'autres choses à commander par exemple? Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qui fait ici, donc ici c'est comme c'est nous qui attendons assis que le serveur aille rechercher ce que nous on lui a demandé. Donc on reste patient. C'est ça et wait ici. Ok? Ensuite on dit va dans le serveur, utilise la méthode de get, donc qui veut dire la méthode d'aller récupérer ce qu'on veut et va récupérer les produits sur cette route API, sur ce endpoint. Est-ce que vous comprenez? Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va accéder à ce endpoint, il va les récupérer, tous les produits qu'il trouve, tout simplement. Est-ce que là ça va maintenant? Ça va pour tout le monde? C'est exact, c'est comme ça que le front-end communique avec le back-end. Donc, il fait une requête, il attend que le serveur finisse l'opération et lui donne une réponse. Ensuite, une fois que tout ça s'est terminé, qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, je vais mettre un commentaire. Ok, je vais mettre un commentaire, on dit fait une requête au serveur. C'est bon? Et là, je vais mettre ici await signifie attendre que le serveur termine la commande et nous renvoie la réponse. Ok? Est-ce que vous comprenez? Dans le mot await, ça signifie que qu'on doit, j'ai mis en français facile que vous puissiez comprendre, qu'on doit attendre que le serveur termine la commande et nous renvoie la réponse. Est-ce que vous comprenez? On appelle ça en langage informatique, c'est une promesse que le serveur va vous faire. Attends-moi, je m'en vais faire ce que tu m'as demandé, ensuite je reviens vers toi. Ça va? Ok. Ensuite, si le serveur a terminé, on va donc récupérer la réponse du serveur. D'ici, on récupère la réponse du serveur. Alors, comment est-ce que nous, on va récupérer la réponse du serveur? Rien de plus compliqué, les amis. C'est simplement en utilisant un nom, cette fois-ci const, de réponse. Est-ce que vous comprenez? Et j'abrège, on pouvait appeler ça dans d'autres développeurs disent réponse comme ça ou bien réponse. Ça veut simplement dire la réponse que le serveur vous a renvoyée. Égale à quoi? Ben, est égal à requête point data. En fait, le serveur va vous renvoyer les données. Data, c'est pour dire les données que le serveur a renvoyées. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, on récupère la réponse du serveur. Donc réponse égale à requête point data. Donc ici, la requête étant terminée, qu'est-ce que le serveur a donné comme réponse? Et cette réponse-là, on le capture dans la variable réponse. Vous comprenez maintenant? Ça va? Ensuite, c'est cette variable réponse que vous pouvez manipuler. Donc par exemple, on peut dire console.log affiche-nous par exemple ce qui se trouve dans la variable réponse. En d'autres termes, donne-nous ce que le serveur nous a donné comme réponse. Donc là, j'ai d'abord mis dans console.log pour voir ce que ça va donner. Ça va? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ici? Donc, je répète encore pour une dernière fois. Cette fonction que vous voyez ici donc, est une fonction de type asynchrone parce que ça va communiquer avec notre backend. Et notre backend, c'est celui que nous avons lancé tout à l'heure de JSON serveur. Si le JSON serveur n'est pas lancé, rien ne peut s'effectuer. Ça, vous devrez déjà le savoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, essaye d'abord d'accéder au serveur. Si tu n'y arrives pas d'accéder au serveur, donc dis-nous au moins qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc ici, il va essayer d'accéder au serveur grâce à try. S'il a trouvé une erreur ou encore le serveur a renvoyé une erreur, ben, il va nous dire qu'est-ce qui n'a pas du tout marché. Est-ce que vous écoutez?
Ok? Ensuite, ici, quand tu vas commencer ici, on lui dit écoute, tu vas donc faire un await. Donc la requête, écoute, quand tu vas lancer une requête au serveur, tu dois attendre que le serveur te renvoie une réponse. Et le serveur va dire ok, d'accord, mais quelle est l'opération que je veux faire? On dit écoute, tu vas nous faire du get. On veut que tu nous donnes, tu nous récupères, tu nous donnes ce qu'on veut. Donc le endpoint ici, c'est la route du serveur qu'on accède. Donc on va lui dire va récupérer la liste des produits dans le serveur, mais sous la collection produits. Là, ça va. Et on attend grâce au mot-clé await. Et une fois que await, donc une fois que c'est terminé, ben, donne-nous, récupère, ici on dit on récupère la réponse que le serveur nous a renvoyée. Ok? Et une fois qu'on a récupéré la réponse, on peut donc faire de cette réponse ce qu'on veut. Ici, tout en sachant que la réponse est notre tableau des produits en fait. C'est pas, est-ce que vous comprenez? C'est pas de la nourriture, mais c'est notre tableau produit. Est-ce que là, ça va maintenant? Tu as compris, Steven? Tu as compris? Mon cher, tu as compris? Ok. Maintenant, vous voyez que ça, c'est une fonction. Il faut donc pouvoir exécuter cette fonction pour que ça marche. Donc, récup ou produit, on l'exécute où? Ben, on l'exécute ici. Vous comprenez maintenant? On dit, dès que le composant est chargé, ben, exécute aussi la fonction récup ou produit. C'est tout. Donc, cette fonction est exécutée seulement lorsque le composant produit est chargé. Ça va? Vous comprenez? Ok. Alors, on va tester rapidement pour voir ce que ça donne. Donc, le composant produit section, on a dit, ça va être affiché dans notre composant accueil. Ici, on va donc dire, tu vas charger quoi? Produit section. On a déjà parlé de ça là ici. Ça va? Et le prompt à page lui-même, ben, on sera appelé dans le app.g6 via des routes. Donc, on va mettre notre système de routage directement ici. On va importer, donc comme on sait, import de quoi? De browser au routeur. On avait dit as au routeur. Ok, virgule. On a route, virgule, et route au singulier. Égal à quoi? Égal à useState. Et plutôt, excusez-moi, from React router. Donc on importe browser routeur, route et route de comme ça. Là, ça va? Là, on revient en arrière. Ensuite, dans notre app ici, on va donc devoir importer au routeur et fin routeur. On est d'accord? Là, ça va, vous comprenez? Ok. Ensuite, on va donc lui dire, tu vas aussi nous donner route au pluriel. Parce que voici nos différentes routes. Bon, pour l'instant, on n'a que la route home, hein, donc on ne va pas trop se tracasser la tête. On va dire ici route, le slash, comme ça. Et là, le path. On va dire ici, si on va sur slash home, bon, c'est slash accueil, parce que c'est la page d'accueil. Alors, tu vas faire élément. Tu vas nous donner quoi? Ben, tu vas nous donner la page home page. Donc, tu charges la page d'accueil. Est-ce que ça va? Pour l'instant, on n'a encore rien affiché dans produit ici. Hein, c'est juste un div simple. On n'a rien encore affiché. On veut juste voir est-ce qu'on arrive à récupérer le produit en console. Ça va? Ensuite, si on arrive à le récupérer, on va le stocker dans la variable list produit que ici, on va venir afficher. C'est bon? Là, vous comprenez? Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va donc venir ici. Je vais donc actualiser ici, essayer d'actualiser. Je vais ouvrir inspecter. Et on peut voir en console qu'est-ce que nous obtenons. Regardez qu'en console ici, nous avons bien 5. Quand je clique, on nous dit un array de 5. Et regardez, tous nos produits ont été bel et bien récupérés de la base de données. Vous avez vu? Maintenant, qu'arrive-t-il si le serveur n'est pas actif? En fait, le serveur ne tourne pas. On peut tester. Je vais arrêter le serveur de JSON serveur. Regardez, je vais dire CTRL-C pour arrêter le serveur. Je l'ai d'abord arrêté. Je vais venir donc ici, je vais actualiser. J'ai une erreur. Vous voyez ici. Pourquoi j'ai une erreur? Parce que dans le catch, je lui dis s'il y a un problème, dis-le moi. Et quel est le problème? Il dit Axios error, network error, asynchrone, machin truc. Vous voyez, il n'arrive plus à communiquer avec le serveur parce que le serveur est arrêté.
Donc lui, pour aller récupérer les données, il faut que le serveur tourne. Tant que le serveur n'est pas en marche, ben, il ne peut rien faire. On vous dit quoi? Connexion refused. Donc il a refusé la connexion parce que le serveur est arrêté. Est-ce que là maintenant vous avez compris comment ça fonctionne? Ça va? Ok. Gloire à Dieu que vous avez compris comment ça fonctionne. Donc là, je peux ramener mon serveur. Et là, vous allez voir que cette fois-ci, si j'actualise, on a bien maintenant les produits. Pourquoi? Parce que là, le serveur tourne, il expose bien les routes API que le front-end a accès maintenant. Qui n'a pas compris ce que nous venons de faire aujourd'hui? Qui n'a pas compris cette petite partie que nous venons de faire? Parce qu'on va s'arrêter par là. Demain, on va afficher ça ici. Je suis un peu fatigué. Ou bien on affiche seulement et puis on va à la maison. Demain. Voilà. Ok, donc, est-ce que tout a été clair? Vous avez maintenant compris comment le front-end fait appel au back-end? C'est comme ça que ça se passe dans toutes les applications du monde entier que vous connaissez. Toutes les applications, Facebook, Google, etc. Quand vous publiez quelque chose, c'est le mécanisme que nous venons de faire qui se passe. Voilà, mais qu'on ne voit pas. Nous, tout ce qu'on voit, c'est que j'ai publié, puis tout le monde a vu ma publication. Mais le mécanisme qui se passe derrière, sur les développeurs de Facebook le connaissent. Ça va? C'est pourquoi nous sommes des personnes qui travaillent dans l'ombre. Pendant que les gens vont commencer à utiliser votre application sans savoir ce que toi tu as fait, toi tu es dans l'ombre. La gloire reviendra. Par exemple, comme aujourd'hui, quand on parle de Grok, de OpenAI, de ChatGPT, la gloire revient à qui? Par exemple, pour Grok, la gloire revient à Elon Musk. C'est ça, non? Quand on parle de ChatGPT, la gloire revient à comment il s'appelle? Comment il s'appelle le gars de OpenAI là? Sam Altman, mais pourtant, ils n'ont même pas écrit aucune ligne de code. Ceux qui ont travaillé dans l'ombre, ils sont là. Seuls connaissent le secret qui se cache derrière. Ok, donc on va s'arrêter par là aujourd'hui. Je vais me forcer à publier ce qu'on vient de faire ici et je vous envoie aussi le fichier, mais de grâce, allez répéter ce qu'on a fait à la maison. Hein? Est-ce que vous écoutez? Allez répéter ce qu'on a fait à la maison. Demain, nous allons continuer notre atelier. On va afficher les produits, on va faire les pages dynamiques, etc. au fur et à mesure. Et puis, on fera la page, la création de comptes utilisateurs, etc. et autres. Ça va? Okay.